Le commerce illégal d'animaux sauvages est en expansion. En effet, il est dans le top 5 des marchés illégaux les plus lucratifs. On estime ses bénéfices à environ 17 milliards d'euros en 2016. Selon Interpol, l'Organisation internationale de la police criminelle, le trafic d'animaux sauvages augmenterait de 5 à 7% par an. Le trafic d'animaux ne se focalise pas uniquement sur la vente des animaux, mais il participe également à la production de biens illégaux comme du maquillage, de la viande, illégalement revendue, ou encore des produits de médecine traditionnelle. Le trafic d'animaux représente un véritable problème pour l'environnement et plus particulièrement pour la conservation des espèces. L'impact que ce marché a sur la faune et la flore sauvage est catastrophique. Selon le chercheur doctorant à l'université de Sheffield, Oscar Morton, sur 100 espèces concernées, 62% des individus seraient amenés à disparaître. La remise en liberté peut être faite, mais seulement avec les animaux qui pourront en être capables, ce qui n'est pas souvent le cas après avoir vécu des années en captivité. De ce fait, de nombreuses associations se mettent en marche pour trouver un endroit convenable et adapté aux besoins de ces animaux sauvages, que ce soit dans les refuges ou des réserves naturelles. Les refuges semblent être la seule solution viable pour ces animaux. En France, uniquement 2 refuges d'animaux sauvages sont répertoriés, le refuge de la Tanière à Nogent-le-Fail et le refuge de l'Arche à Château-Gontier. C'est d'ailleurs sur ce dernier que nous allons nous concentrer aujourd'hui afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la gestion d'une structure d'accueil pour animaux en souffrance. Le refuge de l'Arche a ouvert ses portes en 1974, fondé par Christian Hugdet. Il compte aujourd'hui environ 1500 résidents de 150 espèces différentes. Le parc accueille 85 000 visiteurs par an, qui en fait le lieu touristique le plus visité de Mayenne. Cependant, la place y est limitée et les conditions d'accès sont multiples. Alors il n'y a pas vraiment de critères d'admission. Le premier critère, s'il y en avait, c'est est-ce qu'on a de la place ou pas. Et si on a de la place, derrière on se pose certaines questions. Est-ce que ces animaux sont véritablement en souffrance? Est-ce qu'ils ont véritablement besoin de notre aide? Et si c'est le cas, dans ces cas-là, les animaux sont intégrés dans le refuge. Dans 99% des cas, on a des animaux qui nous sont placés directement par la justice pour mauvais traitement ou pour détention illégale. Donc en fonction des demandes, on voit si c'est possible ou pas d'accueillir ces animaux. Bon, il faut savoir que lorsqu'on a des demandes par rapport au service de l'État, nous on n'a pas de quarantaine pour accueillir les animaux, donc on va passer par d'autres structures dans un premier temps, si on peut accueillir l'animal, ou on va orienter vers ces structures pour qu'ils puissent les accueillir. Et après, si on a des possibilités d'accueil, on voit avec ces structures pour les accueillir dans un second temps. Et au niveau administratif, et ben après, lorsque les animaux sont sur place, après on fait les démarches pour avoir des autorisations de détenir ces animaux, c'est ce qu'on appelle les CIC. Enfin voilà, il y a après un second temps pour faire les papiers. La prise en charge de ces animaux n'est pas sans conséquences. Chaque animal sauvage a des besoins uniques qui lui sont propres, comme par exemple de nouvelles infrastructures ou encore des soins médicaux spécifiques. On est à peu près à 65% du budget qui est véritablement alloué à l'entretien des animaux, la nourriture, les soins vétérinaires, l'entretien des bâtiments, etc. Et le reste est lié à nos frais courants de structure, et notamment à tout ce qui va être notamment assurance des bâtiments et puis salaire de nos salariés évidemment. Alors le business model est toujours super important dans une structure comme la nôtre. Nous sommes une structure associative, ce qui fait qu'on peut recevoir des dons et nous sommes en plus reconnus d'utilité publique. Donc on a un budget d'à peu près 1,2 million, 1,4 million et on a 25% de ce budget qui est réalisé par des dons. Dans les dons, on a des dons de grosses associations type Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis. Le Code Animal, c'est une association qui sont beaucoup plus actives dans tout ce qui est législation au niveau des ministères. Donc eux, ils agissent vraiment au niveau des élus, alors que nous, on va être en soutien. Ces associations permettent de grandes avancées juridiques pour protéger les animaux. Les maltraitances ne sont pas uniquement physiques, elles peuvent également apparaître sous diverses autres formes. L'an dernier, au mois de juillet, on nous a demandé d'aller récupérer un lion. Et ce lion avait vécu pendant plus de 9 ans, donc il avait été élevé au biberon par un particulier. Il avait vécu plus de 9 ans dans un enclos dans le jardin d'un particulier. Donc ce lion est arrivé
Après plusieurs heures de voyage, il est arrivé au refuge de l'Arche. Et on a mis à peu près une semaine à l'intégrer dans son nouvel enclos avec la femelle qui était déjà présente. Et ce qui a été pour nous extrêmement impressionnant, c'est que ce lion n'avait jamais rencontré d'autres lions. Et que lorsqu'on nous dit que ce lion n'avait jamais été maltraité, c'est vrai que quand il est arrivé, il était en bonne santé, il était presque un petit peu trop gros par rapport à sa morphologie, mais c'est un animal qui physiquement n'avait pas été maltraité. Cependant, la maltraitance avait été, à mon sens, en tout cas assez importante, puisqu'il n'avait jamais vécu avec aucun congénère, et ça s'est très vite vu, parce que la femelle attendait certainement certains comportements que ce lion était incapable de produire. Et encore aujourd'hui, même si effectivement les relations se passent bien, on sent que ce lion est encore un petit peu en train de déchiffrer, d'essayer de comprendre ce que peut lui dire la femelle. Même après la mort d'un animal, les soignants du refuge ne sont pas à l'abri du trafic d'animaux sauvages. On a des animaux que nous emmenons jusqu'à la fin de leur vie. Après, il y a toujours deux possibilités. Soit les animaux sont incinérés, mais c'est un coût qui est quand même extrêmement important. Et dans une structure associative, il faut aussi faire attention à tout ce qu'on peut faire. Et puis après, il y a les carissages classiques, sachant qu'évidemment la législation interdit, et c'est normal, de pouvoir enterrer des animaux dans son jardin, chez soi, etc. Dans ces cas-là, et on sait que le trafic d'animaux sauvages est extrêmement important et qu'il est le 3e ou 4e marché illégal au monde. Et que quand on parle d'animal, on a l'impression que c'est un animal qui est vivant, mais quand on parle de trafic d'animaux sauvages, ça peut être aussi bien des dents que des peaux, que des griffes, etc. etc. Donc quand il nous arrive d'avoir un félin qui décède ou un gros mammifère qui décède, dans ces cas-là, on est obligé, pour le coup, sans rentrer dans les détails, mais de scarifier la peau ou d'enlever les dents ou d'enlever les griffes pour s'assurer que derrière, il n'y ait pas une forme de revalorisation, malheureusement, parce qu'on sait que ça pourrait se passer ou qu'il y aurait des tentations. En France, la pratique est lourdement sanctionnée. Pour en particulier, les peines iront jusqu'à 2 ans de prison et 150 000 € d'amende. En cas de crime perpétré en bande organisée, les peines iront cette fois jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Les conséquences sur la biodiversité sont bien plus alarmantes. De nombreuses espèces sont déjà éteintes, et ce en grande partie à cause du trafic d'animaux. On peut par exemple citer le rhinocéros noir, ou encore les phoques moines des Caraïbes. Les animaux sauvages n'ont pas leur place dans des cirques, des attractions touristiques ou encore dans un jardin. Leur attachement à l'homme les empêche d'être autonomes dans leur milieu naturel. Le souci, c'est que ce sont des animaux qui arrivent et qui sont très imprégnés. Donc il faut qu'ils se détachent de l'homme. Chaque animal qui arrive ici a une histoire. Humaine, animale, etc. Donc c'est vrai que l'animal emmène son histoire avec lui.